Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté le début de l'histoire de la sonde Cassini-Huygens, à savoir ses origines, sa conception, son lancement, son voyage, son arrivée aux abords de Saturne, ainsi que la mission du petit atterrisseur Huygens qui s'est posé sur la lune de Titan. J'avais dit aussi qu'il était trop compliqué de résumer cette mission en une seule vidéo, c'est pourquoi je l'ai découpée en deux parties. Dans ce deuxième et dernier épisode, nous allons revenir sur les faits marquants de cette mission, et pourquoi est-ce que Cassini-Huygens est rentré dans l'histoire. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je ne vais pas raconter ces événements dans l'ordre chronologique. Je vais plutôt les raconter par sujet, c'est plus facile et moins casse-gueule à raconter. On va d'abord commencer par Saturne en elle-même. Les images de la géante gazeuse prises par Cassini sont très belles, avec une qualité impressionnante et une très haute résolution. A noter qu'il s'agit là d'instruments optiques datant des années 1990, et pourtant, 20 ans après, les photos n'ont pas vieilli. En même temps, avec un coût estimé à 3,5 milliards de dollars, fallait quand même que la sonde ait des instruments de qualité. Cassini a énormément contribué à l'étude de Saturne, la prenant sous toutes ses formes. Les anciennes sondes passant par Saturne ont révélé la découverte de sa haute atmosphère, comme Voyager 2. Seulement, les photos reçues n'étaient pas dans une qualité parfaite. Cassini a corrigé ça en envoyant des centaines de photographies détaillées de l'atmosphère de Saturne de 2004 à 2017. Grâce à elle, nous avons pu découvrir que, tout comme Jupiter, Saturne est constamment entouré de gigantesques tempêtes faisant la taille de la Terre, voire plus grand. Par exemple, en 2012, elle a immortalité une tempête qui a fait littéralement le tour de la planète. Bien plus grande que la grande tache rouge de Jupiter. Bon, la différence c'est que la grande tache rouge, elle est là depuis des siècles, tandis que cette tempête est très éphémère. Elle aura aussi l'occasion de prendre en photo le pôle nord de la planète, ayant la particularité d'avoir une tempête en forme d'hexagone géant. Mais je ne vais pas en parler ici en détail, car un prochain épisode y sera consacré. L'une des autres missions de Cassini était de photographier les anneaux de la planète. Les anneaux de Saturne sont parmi les structures du système solaire les plus étudiées à ce jour. Lors de son passage dans le système saturnien, la sonde Voyager 2 avait photographié les anneaux de Saturne, mais les scientifiques n'étaient pas encore sûrs de la structure en elle-même. Il faut dire, il y a quand même une sacrée différence de qualité d'image entre Cassini et Voyager 2. On savait d'ores et déjà qu'il s'agissait là d'anneaux de glace, mais c'est tout. Cassini a donc apporté des réponses supplémentaires et a confirmé une ancienne théorie à l'époque invalidée. Les anneaux de Saturne ne sont pas une seule et unique structure, il s'agit là d'un agglomérat de roches et de poussières se comptant par milliards. Et encore, milliard est un petit mot. Façonnés par les forces de marée de la géante gazeuse, les roches sont très proches les unes des autres, mais les anneaux ne sont en aucun cas rigides. Si vous étiez une sorte d'être cosmique et que vous décidiez de passer votre main à travers les anneaux, vous allez sentir des milliards de petits morceaux vous frôler les doigts. D'autant plus qu'on a là à l'une des structures les plus fines du système solaire entier. 360 000 km de diamètre pour seulement quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Même les feuilles de papier les plus fines n'ont pas une proportion de finesse égalant les anneaux de Saturne. Ils paraissent assez géants, mais si on décidait de les agglomérer tous ensemble, ils formeraient une lune d'à peine 100 km de diamètre. Vous n'êtes donc pas sans savoir maintenant que les anneaux, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que Cassini a pu photographier des lunes orbitant à l'intérieur des anneaux. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 6 en juillet dernier avec la lune Daphnis, mais il y a aussi Janus, un tout petit satellite qui orbite tout près de certains anneaux. La conséquence est assez badass puisque les anneaux sont tellement fins qu'ils peuvent facilement être déformés par un objet, un corps céleste ou une petite lune qui passe par là. Cassini a photographié en juin 2017 cette photo incroyable où l'on constate des ondulations dues à la gravité de Janus. En gros, les anneaux de Saturne sont tellement fins qu'une simple petite lune peut déformer leur apparence. Passons maintenant aux différentes lunes de Saturne. L'une des questions que l'on peut se poser est comment est-ce que la sonde fait pour se diriger dans le système saturnien ? Eh bah ouais, on se balade pas n'importe comment dans l'espace. Si on est engagé dans une direction, on y reste. On ne peut pas magiquement changer de trajectoire, à moins d'avoir énormément de fuel, ce qui n'est pas le cas avec Cassini. Eh bien en fait, la solution est assez simple. Il suffit de prendre assistance gravitationnelle sur certaines lunes. Lorsque les scientifiques au sol donnèrent des commandes pour dire à Cassini d'aller à tel endroit, il faisait passer la sonde juste à côté de Titan. En effet, Titan est la plus grosse lune du système saturnien et de très très loin.
Il est donc assez simple de se mettre en assistance gravitationnelle avec elle et ainsi catapulter la sonde vers un endroit. C'est la magie de la gravité. Et dans tous les cas, si jamais Cassini a besoin d'aller dans les tréfonds du système saturnien, il lui suffit de passer tout près de l'atmosphère de Saturne pour qu'elle soit catapultée et aller donc très loin. Ainsi, elle peut décrire des orbites très elliptiques, ce qui lui permet justement d'aller plus loin. Le système de l'assistance gravitationnelle lui permet d'économiser beaucoup de carburant. A noter aussi que la sonde ne s'arrête jamais, elle peut freiner lourdement certes, mais elle est constamment en mouvement, et à des vitesses faramineuses en plus. L'une des premières lunes photographiées fut Encelade, un petit satellite d'à peine 500 km de diamètre, et qui a la fâcheuse particularité d'avoir une surface extrêmement réfléchissante. Dans les années 80, Encelade n'était qu'un petit point blanc aux yeux des télescopes et autres instruments optiques. En décembre 1980, la sonde Voyager 1 réussit à photographier la Lune, mais avec une trop faible résolution pour que l'on puisse voir quoi que ce soit. Cassini a donc corrigé ça en s'approchant de la Lune les premiers mois de la mission. En janvier 2005, Cassini survole Encelade à une distance de 180 000 km. C'est pas mal, mais c'est bien insuffisant pour faire des photos détaillées. Le mois suivant, elle réussit à s'approcher à moins de 1300 km et 500 km le mois d'après. Au total, Cassini survolera la Lune des dizaines de fois et les résultats sont époustouflants. On découvre alors qu'Encelade est une toute petite lune entièrement recouverte de glace, avec quelques cratères et des canaux. Cassini va majoritairement se faire connaître avec ses photos détaillées des lunes de Saturne. En voici donc une petite liste. En octobre 2005, elle survole Titan et réussit à photographier la Lune en infrarouge, ce qui permet de voir sa surface en détail. Je rappelle que Titan est un petit peu dans le même cas que Vénus, c'est-à-dire des corps rocheux entièrement recouverts de nuages opaques. La différence est que la surface de Vénus est très chaude et la surface de Titan est glaciale. Et vu que la Lune est entièrement recouverte de nuages opaques, sa surface n'est pas visible depuis l'espace avec la lumière visible. La sonde a réussi à récolter des données extrêmement précises du satellite et à confirmer la présence de lacs de méthane liquide à sa surface. Les multiples assemblages de photos ont permis de découvrir à la fois des cyclones géants dans la haute atmosphère et des détails de sa surface. On pense même d'ailleurs que certaines montagnes de Titan soient en fait des cryovolcans. Un cryovolcan, c'est comme un volcan normal, sauf qu'au lieu de cracher de la roche en fusion, ça crache de la glace. Oui, Titan est une lune badass. Mais si vous n'êtes pas fan de Titan, Cassini peut toujours vous proposer Rhea, un satellite assez similaire à notre lune à nous, entièrement recouvert de roches grisâtres, de poussière et de cratères. La sonde aura d'ailleurs l'occasion de prendre cette incroyable photo. Rhea est au centre, Saturne est en arrière-plan en flou, et cette ligne noire, ce sont les anneaux. Sinon, dans les grosses lunes, il y a Japet, un satellite assez chelou ayant la particularité de posséder une gigantesque crête montagneuse vers son équateur. Japet a aussi un hémisphère lumineux et un autre sombre, mais si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur les lunes de Saturne, l'épisode 6 du Petit Astronome. Durant sa mission, Cassini a pu observer et analyser le comportement des anneaux par rapport aux lunes orbitant juste à côté. On a là par exemple à des structures verticales de plusieurs kilomètres de hauteur en bordure de l'anneau B. Ici, c'est l'anneau F, grandement perturbé par la petite lune Prométhée, juste ici. Le mieux pour expliquer la beauté de ces lunes et surtout la qualité de ces photographies, c'est de vous les montrer. Je vous ai donc concocté un petit diaporama des meilleures images du système saturnien prises par Cassini. Cassini est une sonde tellement badass qu'elle a même réussi à photographier plusieurs lunes, quasiment alignées les unes des autres, avec les anneaux en prime. Mais ma photographie préférée ever de l'intégralité de cette mission, c'est celle-là.
Mesdames et messieurs, voici une éclipse de Saturne. Prise à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la planète, cette photographie révèle, par le biais de la lumière du Soleil, la présence d'autres anneaux extérieurs quasiment invisibles. La classe des anneaux laisse passer la lumière d'une manière particulière, ce qui donne cette impression très étrange de planète irréelle. Cela dit, tout n'a pas été rose avec cette mission. Bon, je vous passe les fois où les commandes de Cassini ont mal été reçues et où la sonde a dû se mettre en stand-by. Mais il y a eu bien pire que des erreurs de communication. Il y a surtout eu des problèmes d'argent. En 2010, le budget de la NASA est revu à la baisse et malheureusement certaines missions et commandes pour Cassini ne sont pas déroulées. Parce que oui, ça paraît con, mais ordonner à une sonde des directives, ça coûte très cher. La fin de la mission globale est alors prévue pour septembre 2017 et ça s'appelle le grand final. 2017. Cela fait maintenant 13 ans que Cassini orbite autour de Saturne et il lui reste très peu de carburant. La NASA a donc décidé de lui faire quelques dernières orbites autour de Saturne avant de pénétrer dans son atmosphère et de se disloquer. Mais alors, pourquoi la faire cracher dans l'atmosphère de Saturne? Pourquoi pas sur une lune par exemple? L'avantage de faire disloquer la sonde dans l'atmosphère de Saturne, c'est que justement elle est disloquée, elle est éparpillée en 1000 morceaux. Et donc ces atomes se séparent entre eux, elle est littéralement réduite en poussière. Et c'est déjà un petit peu plus respectable au niveau pollution que se cracher bêtement sur une lune. D'autant plus qu'il ne fallait surtout pas qu'elle se crache sur Titan ou Encelade. En effet, Titan et Encelade sont de très bonnes candidates à l'apparition de la vie. Alors pour l'instant, on n'a absolument aucune preuve de l'existence d'une forme de vie monocellulaire ou quoi que ce soit d'autre, mais si jamais il en existe une, si on fait cracher la sonde sur Titan ou Encelade, ça pourrait contaminer les êtres vivants de cette lune. Et c'est pas très cool ça. Imaginez, une toute petite forme de vie éradiquée par une contamination venant d'un autre objet. Ça serait con quand même. Le 15 septembre 2017, Cassini vit son dernier jour, 19 ans et 11 mois après son décollage sur Terre. Elle aura parcouru des milliards de kilomètres dans le vide spatial, aura largué un petit atterrisseur européen à la surface de Titan et nous aura fait rêver avec toutes ses photographies et ses observations. Le 15 septembre 2017 restera un jour mémorable dans l'histoire de l'exploration spatiale. Le 15 septembre 2017 était le dernier jour de la sonde la plus badass jamais envoyée par l'homme, qui aura énormément contribué à l'exploration de notre système solaire. Quant au petit atterrisseur Huygens, il est toujours sur Titan, à sa surface, en attendant peut-être qu'une civilisation alien ou que nous le rejoignions un jour. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. A bientôt!